Pardon, bonjour à tous. Donc j'ai la chance d'enlever le masque. Ça me fait un peu respirer du coup pour cette journée. Je remercie à tous du coup de participer à notre atelier sur la société à mission et notamment du coup construire son comité de mission et ses engagements. Alors du coup, je vais me présenter du coup en 5 minutes du coup moi-même du coup les participants et vous présenter quelques points clés des sociétés à mission et ensuite on va directement pouvoir partager du coup les expériences de nos témoins sur le sujet. Donc moi je suis Sarah Guéraud, je suis associée au sein du groupe Fideliance, je suis expert comptable commissaire aux comptes, aussi organisme tiers indépendant. Groupe Fideliance, c'est à peu près 300 professionnels, bien sûr dans la finance, et aujourd'hui du coup nous développons dans tout ce qui est thématique extra-financier déjà depuis un certain nombre d'années. Du coup je suis heureuse du coup d'accueillir Nicolas Furet, secrétaire général de Citeo. Merci du coup de partager aujourd'hui l'expérience de Citeo dans son nouveau statut de société à mission. Et du coup Didier Martin, associé avocat du coup chez Gide, qui va également partager son expérience et notamment de ses bonnes pratiques sur la mise en place de ce nouveau statut de société à mission. Alors, quelques points de définition, je vais aller très vite. Si vous êtes là, je pense que vous connaissez un petit peu le sujet tout de même. Donc je rappelle du coup la définition du Code civil. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Voilà, quelques raisons d'être de grosses structures que vous connaissez. Donc l'idée, bien sûr, c'est que cette raison d'être soit inscrite du coup dans les statuts pour notamment permettre du coup d'intégrer ces objectifs du coup au sein de l'entreprise avec la validation des actionnaires et du coup de pérenniser aujourd'hui ce projet d'entreprise. Le comité de mission, donc si on reprend la définition du code de commerce, voilà, la société du coup de mission doit mettre en place certaines conditions, donc cette raison d'être, ces objectifs. Ce comité de mission qui va permettre du coup d'évaluer du coup les actions du coup mises en place par l'entreprise. Et puis bien sûr la vérification par un tiers indépendant pour s'assurer que du coup ces objectifs sont bien atteints, cette sincérité et puis cette déclaration au greffe du fait de la modification des statuts. Au niveau des engagements, la mise en place du coup des chantiers et du coup des objectifs au sein du coup de ce comité de mission permet du coup voilà, de formuler du coup des promesses concrètes au niveau des diverses parties prenantes et d'avoir de ce degré de transparence qu'on demande aujourd'hui. Le rapport du comité de mission, bien sûr présenté à l'Assemblée générale pour permettre du coup à l'ensemble des parties prenantes, notamment des actionnaires, de valider du coup l'avancée du coup des objectifs de la société à mission et bien sûr avec un avis motivé de l'OTI pour vérifier bien sûr que ces informations sont sincères auprès du coup des actionnaires et des parties prenantes externes. Et bien sûr l'OTI qui va vérifier du coup c'est ce suivi de mission. Alors en sachant qu'aujourd'hui les OTI du coup un guide technique est en cours d'élaboration. Et du coup, ils pourront du coup démarrer à peu près leur mission courant début 2021. Donc, je vous propose du coup directement de partager avec nos interlocuteurs cette thématique des sociétés à mission. Donc, Nicolas, peut-être présenter déjà d'abord Citeo, sa raison d'être. Oui, merci beaucoup. Je pose mon masque moi aussi. C'est le bon moment en effet. Citeo, qu'est-ce que c'est ? C'est une société anonyme agréée par l'État pour gérer 2 filières REP, la responsabilité élargie du producteur. Je reviendrai un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la responsabilité élargie du producteur. 2 filières REP, la REP emballage ménager et la REP papier. Et Citeo est né de la fusion d'éco-emballage et d'éco-folio. Qu'est-ce que la REP ? C'est un concept mis en place par l'OCDE et appliqué en France dans les années 90. La première filière REP, c'est la REP emballage ménager, avec la création d'éco-emballage en 1992. Et donc, à l'époque, ça fait suite à l'explosion de la consommation de masse et donc à l'explosion des déchets d'emballage ménager auxquels les collectivités ont de plus en plus de mal à faire face d'un point de vue pratique et économique. Et donc, c'est comment on passe du contribuable gère les déchets, au consommateur gère aussi le coût des externalités négatives de sa consommation.
Et donc, à l'origine, Éco-emballage a créé un partenariat historique avec les collectivités locales qui avaient déjà mis en place des dispositifs de collecte des déchets. Aujourd'hui, si je fais un saut dans le temps, il y a quasiment une vingtaine de filières REP. Il y en a sur les papiers, donc sur les emballages, sur les déchets électroniques et électriques, sur les mobiliers, etc., etc. Et nous, nos 3 axes aujourd'hui, c'est réduire, bien sûr, les emballages, réutiliser, réemployer les emballages quand c'est possible et recycler les emballages ménagers. Sur la partie papier, on est plus sur le recyclage et l'éco-conception pour pour faciliter ce recyclage et puis une gestion raisonnée des forêts pour l'utilisation de la matière. Nos clients, ce sont les entreprises de la grande consommation, qui sont industriels ou distributeurs, et les entreprises du secteur papetier pour la filière papier. On a un partenariat historique avec les collectivités locales, je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre chiffre d'affaires groupe annuel, c'est à peu près 800 millions d'euros, dont 95% va aux collectivités locales pour soutenir les tonnes à la fois d'emballage et de papier qu'elles ont recyclé. Peut-être 2 chiffres. Le tri en France, sur le taux de recyclage des emballages, on est à 70% de taux de recyclage. C'est 3,6 milliards de tonnes. Et sur les papiers graphiques, on est à 57% de taux de recyclage, donc 1,2 milliard de tonnes. C'est sur les emballages, 1,6 milliard de tonnes de CO2 évitées, à peu près 780 000 voitures en circulation chaque année et 23 milliards de litres d'eau. Voilà. En quelques chiffres, la société Citeo. Sur la raison d'être, peut-être vous dire que nous ne sommes pas encore une société à mission, mais on est sur le chemin, dans les dernières étapes, parce que le 2 octobre, on aura un conseil d'administration qui va se réunir et qui devrait convoquer une assemblée générale d'ici l'automne pour modifier nos statuts et désigner un comité, les membres de notre comité de mission. Alors, je ne peux pas vous donner la raison d'être exacte, mais je peux vous donner les grandes pistes. Notre raison d'être, elle va être autour de la notion d'engagement de la société, nous, dans toutes ses composantes, consommateurs, distributeurs, producteurs, à produire, à distribuer, à consommer en préservant notre planète. Et si on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'on entend par préserver notre planète, c'est préserver ses ressources, préserver la biodiversité et préserver le climat. Très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Super. Du coup, Didier, je peux peut-être te présenter ? Oui, bonjour, donc Didier Martin, je suis associé du cabinet Gide, à l'origine dans le domaine des fusions-acquisitions et du droit des sociétés, mais je consacre de plus en plus de temps à accompagner des entreprises qui souhaitent devenir société à mission. Je vais vous dire 2 mots du cabinet Gide. Il a été fondé en 1920, donc c'est un très vieux cabinet, par un monsieur qui s'appelait Pierre Gide, qui était le cousin de André Gide, le romancier. Et le cabinet a connu son essor, le début de son essor au milieu des années 50, lorsqu'il est devenu possible à des avocats de s'associer. Jusque-là, on ne pouvait pas avoir d'association d'avocats. Donc le cabinet Gide a été la première association d'avocats, et donc Pierre Gide s'est associé avec ses 2 collaborateurs qui s'appelaient M. Nouel et M. Loirette, et ont fondé le cabinet Gide Loirette Nouel, qui donc est un vieux cabinet qui a la particularité d'être assez innovant, je pense, et d'être assez international. C'est-à-dire que nous avons des bureaux, et nous avons eu certains bureaux que nous avons fermés, mais nous avons toujours eu beaucoup de bureaux hors de France. Et en France, nous n'avons qu'un bureau à Paris. Mais nous avons donc un bureau à New York, un bureau à Londres, à Bruxelles, dans les pays du Maghreb, en Chine et en Turquie. Voilà. Et parmi les innovations donc, du cabinet Gide, qui compte aujourd'hui 600 avocats dans le monde, dont 350 à Paris, et qui couvre un peu tous les domaines du droit, c'est-à-dire à la fois, enfin tous les domaines du droit des entreprises, c'est-à-dire que, sauf exception, c'est-à-dire, bon, par exemple des successions
importante. Voilà. On ne fait pas de droit des personnes, on fait du droit des entreprises, du droit financier, de la fiscalité. Et donc, ça recouvre des activités très différentes. Et on dit donc qu'on est un cabinet voilà, multidisciplinaire. Et parmi les innovations récentes, il y a celle consistant à développer une initiative qui consiste à réunir les différentes expertises au sein du cabinet qu'on peut mettre en avant auprès de nos clients ou auprès de prospects pour les accompagner dans une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Soit que ces entreprises le fassent sur une base de volontariat, ce qui est généralement le cas des entreprises à mission, soit qu'elles le fassent parce qu'elles constatent que aujourd'hui, elles n'ont plus trop le choix. Donc on conseille des très grosses entreprises. Je peux vous citer un exemple, Total, qui est très conscient qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important pour eux, même si ce n'est pas évident, étant donné le secteur dans lequel ils sont. Voilà. Et donc moi, à titre personnel, au-delà des fusions-acquisitions, mais dans lesquelles, de plus en plus souvent, dans le cadre d'audit, les sujets de RSE commencent à prendre une importance. Donc j'accompagne un certain nombre d'entreprises. Je donne aussi beaucoup de conseils en matière de gouvernance aux sociétés cotées et sur le sujet des entreprises à mission. Donc je me suis beaucoup investi dans ce domaine. Et si vous souhaitez creuser la question, vous pouvez trouver sur Internet une vidéo d'un webinaire que j'ai co-organisé avec la communauté des entreprises à mission en juillet dernier, fin juin, je crois. Et voilà, donc vous pouvez taper Gide, Société à mission, YouTube, et vous tomberez sur la vidéo. Par ailleurs, j'ai assuré les parties juridiques d'un MOOC de l'ESSEC, qui est gratuit, auquel vous pouvez aussi vous référer, et la partie juridique d'un livre qui a été écrit avec avec certaines des personnes qui avaient participé au MOOC, sous la direction d'un professeur de l'ESSEC qui s'appelle David Autissier. Et j'ai assuré donc la partie juridique d'un livre qui est paru en juillet sur entreprise à mission et raison d'être. Voilà, et j'accompagne certaines entreprises, notamment j'ai accompagné la Maïf et Maïf Avenir dans leur démarche et pour la modification de leur statut. Déjà pour être bien convaincu qu'elles voulaient être société à mission et qu'elles ne prenaient pas trop de risques juridiques en le faisant. Et ensuite pour les aider dans la formulation des engagements, des objectifs, comme le dit la loi, et dans les différentes modifications statutaires à apporter pour pouvoir devenir société à mission au sens de la loi Pacte. Merci beaucoup. Peut-être, du coup, Nicolas, présenter pourquoi, du coup, CTO est rentré dans cette démarche, du coup, société à mission, puis comment cette démarche a été organisée pour arriver à cette réflexion. Quand on a suivi les discussions autour de la loi Pacte, notre première réaction, ça a été de dire mais c'est nous. En fait, on est déjà une entreprise à mission parce que on agit sous un agrément de l'État, on a une mission qui concourt à l'intérêt général et en plus l'objet même de la société est un objet lié à l'environnement et on a une culture aussi de l'engagement social qui est importante. Et puis, du coup, on s'est dit, on peut pas passer à côté de ce sujet de l'entreprise à mission. On a commencé à y réfléchir au sein du comité exécutif de Citeo. Et puis, on a voulu partager. Alors on avait commencé à rédiger une première raison d'être. Qu'est-ce que pourraient être des engagements? Et puis, on a voulu partager ça à la fois avec nos parties prenantes, et on anime déjà un comité des parties prenantes au sein de Citeo. Et puis ensuite, on a étendu la réflexion à l'ensemble des collaborateurs en appelant à des groupes de travail sur la base du volontariat. Alors quand on a présenté notre proposition à nos parties prenantes, c'était assez étonnant parce qu'elles nous ont poussé à avoir beaucoup plus d'ambition. C'est-à-dire que là où nous, on s'était dit oui, on est entreprise à mission au travers de ce cahier des charges défini par l'État de cette mission qui concourt à l'intérêt général, ils nous ont dit faisons de l'entreprise à mission une opportunité
de ne pas être que lié à ce cahier des charges, que ce ne soit pas l'État qui définisse l'ambition environnementale de l'entreprise, mais que ce soit ses actionnaires et ses administrateurs au travers de ses statuts. Et le sujet de l'entreprise à mission peut permettre à la société d'afficher clairement son ambition et qu'elle soit la sienne et pas celle définie par l'État ou en concertation avec des parties prenantes qui, des fois, font baisser le niveau de cette ambition. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet à la fois un affichage plus transparent de quels sont nos réels objectifs, parce que la difficulté, on est dans un environnement où on a énormément de parties prenantes, que ce soit des collectivités locales, des opérateurs du déchet, des associations environnementales, l'État, les entreprises qui sont nos clients. Et donc, souvent, les gens sont un peu perdus sur la réalité de nos objectifs, là où on se situe, quelles sont nos ambitions. Et donc, pour ça, l'entreprise à mission est assez intéressante. En plus, c'est un facteur de transparence. C'est ce comité d'impact qui est indépendant et aussi un gage de sincérité dans la manière dont on agit et dont on poursuit, dans le cadre de nos actions, cette ambition affichée. Fort de ce retour de notre comité des parties prenantes, on a étendu cette démarche à l'ensemble des collaborateurs en faisant un appel à volontariat et on a eu à peu près 80 collaborateurs qui ont répondu présents sur 250, donc ce qui est assez important. On était très contents de ça, mais on est habitué à des collaborateurs très engagés au regard de l'objet même de la société et on les a fait partir d'une feuille blanche pour rédiger leur raison d'être. Ils ont travaillé en plusieurs groupes de travail, donc il y a eu après des travaux de synthèse. Et puis, on a retravaillé ça avec nos parties prenantes. On a fait des allers-retours comme ça entre COMEX, parties prenantes, collaborateurs. Et puis, on a présenté nos travaux à nos administrateurs dans le cadre d'un comité stratégique, puis dans le cadre du conseil d'administration. Et on est arrivé comme ça à une raison d'être et des engagements définis de manière collégiale, partagée. Et on avait une très forte attente de la part de nos collaborateurs qui disaient qu'est-ce qui va rester des ambitions qu'on aura affichées après les passages devant les administrateurs, devant le comité exécutif. Et je crois qu'ils n'ont pas été déçus en fait qu'on ait maintenu, on a réussi à maintenir ce haut niveau d'ambition avec le soutien de toute la gouvernance de l'entreprise. Donc les prochaines étapes, ce sera cette formalisation de la convocation de l'Assemblée générale et la présentation de nos statuts modifiés et de notre proposition de membres du comité d'impact à nos actionnaires au courant de l'automne. Peut-être, Didier, un mot peut-être sur la volonté de l'État, du coup, de mettre en place ce nouveau statut. Oui. En élargissant peut-être ça à la manière dont non seulement l'État, mais aussi les entreprises elles-mêmes perçoivent aujourd'hui la nécessité d'avoir des cadres juridiques qui permettent de faire progresser l'économie et la finance vers une prise en compte chaque jour croissante de ces enjeux sociaux et environnementaux. Alors, en ce qui concerne la position de l'État, la philosophie, je dirais, qui a abouti à l'adoption de la loi Pacte, qui est un peu la loi fondatrice d'une RSE juridique du point de vue des sociétés, on peut la faire remonter. C'est un mérite, je pense, à lui reconnaître, hein, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, mais on peut la faire remonter à la volonté d'Emmanuel Macron, alors qu'il était encore ministre des Finances, de faire évoluer le droit des sociétés vers justement une formalisation du fait que les entreprises ne sont pas uniquement des cash machines pour les actionnaires, mais qu'elles ont aussi un rôle sociétal et qu'elles ont toutes sortes de parties prenantes dont la voix doit être entendue et parfois écoutée. Voilà. Et ça, cette position, Emmanuel Macron l'a prise alors qu'il était ministre de l'économie et donc avant d'être président. Une fois donc élu président, il a effectivement
initié le processus, et notamment confiant à Jean-Dominique Sénard et à Nicole Notat le soin de mener une vaste réflexion sur cette idée, c'est-à-dire comment modifier le droit des sociétés pour essayer de faire en sorte que les sociétés, donc ça ne concerne pas les entreprises qui ne sont pas sous forme de société, puisque c'est dans le code des sociétés, mais généralement les entreprises d'une certaine taille sont organisées sous forme de société parce que sinon c'est ingérable. Et donc la démarche de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat aboutit à un rapport. Et ce rapport est à l'origine de la loi Pacte et notamment de la création légale de la notion de raison d'être et de société à mission, qui étaient des notions qui préexistaient. Notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont réunies dans le cadre de la communauté d'entreprises à mission, qui sont intéressées par cette notion, dont certaines ont déjà, avant même la loi, adopter, modifier leur statut et modifier leur mode de fonctionnement pour être en ligne avec ce concept d'entreprise à mission, qui est un concept qui a été développé à peu près concomitamment à partir de la crise de 2008 par certains chercheurs de l'école des mines Paris Tech, notamment Armand Hattuel et les gens qui travaillent avec lui. Pardon ? Et Blanche Sécrestin, tout à fait. Et un troisième dont le nom m'échappe. Voilà, exactement. Je voyais que beaucoup de gens, donc manifestement, les connaissent. En sachant que c'est aussi un concept qui s'est développé en parallèle aux États-Unis avec les Benefit Corporation et en Italie, puisqu'il y a un régime un peu équivalent. Voilà. Mais donc en France, il y a eu une vraie réflexion de chercheurs en amont, un peu parallèle à ce qui se faisait aux États-Unis, mais qui est indépendante et qui a abouti à la consécration législative de la notion d'entreprise à mission sous l'appellation société à mission. Alors, il faut faire un tout petit peu attention, parce qu'il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises à mission au sens des chercheurs, quelque part, des mines Paris Tech, mais qui n'ont pas encore adopté le statut de société à mission, parce elles fonctionnent déjà comme ça, et donc elles se disent, bon, on adoptera le statut, parce que sinon ça crée une ambiguïté à partir du moment où le statut, mieux vous parler au demeurant de qualité de société à mission que de statut. J'y reviendrai si vous voulez. Mais donc les entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises à mission ont vocation à modifier leur statut et faire ce qu'il faut, c'est-à-dire déposer au greffe et puis désigner un tiers expert indépendant pour devenir société à mission, parce que sinon, ça crée quand même une espèce de confusion, puisqu'on pourrait imaginer quelqu'un qui dirait moi, je suis une entreprise à mission, mais dont la mission ne fait pas l'objet d'une vérification par un tiers indépendant, ce qui est une des caractéristiques pour s'assurer de la bonne transparence et de l'absence de greenwashing. Voilà, donc une entreprise à mission. Une entreprise qui se dirait entreprise à mission, mais qui n'aurait pas de tiers indépendant, d'expert tiers indépendant, ça crée une ambiguïté qui pourrait être, qu'on pourrait lui reprocher. Donc, les entreprises à mission ont vocation à clarifier leur situation à un moment ou à un autre en devenant société à mission. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que vous êtes d'accord avec... Oui, c'est très important. Et puis du coup, peut-être, Nicolas, peut-être parler du comité du coût de mission, du coût de CITEO, vos réflexions dessus, les membres. Aujourd'hui, notre réflexion sur ce comité, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, ça doit être un comité indépendant. S'il y a de l'ambition, il doit y avoir du coup beaucoup d'expertise dans ce comité pour nous permettre de nous challenger et d'apporter aussi une vision différente de la nôtre. Même si on est dans l'économie circulaire, à un moment donné, on est en vase clos et tout apport d'expertise extérieure est intéressante. On est plutôt sur un comité qu'on veut resserrer pour permettre une prise de parole et un fort engagement des différents membres. On imagine en tout cas mettre l'ensemble de nos collèges de parties prenantes qui soient représentés au sein de ce comité et puis faire rentrer des experts indépendants avec soit des compétences,
scientifiques, soit des compétences sociales sur des sujets connexes ou directement liés aux nôtres, par exemple sur le milieu océanographique, sur des grands sujets de société, etc. Donc un haut niveau d'engagement et d'expertise gage aussi d'indépendance et d'ambition. Et si on va sur le lien entre le conseil d'administration et ce comité de mission, on n'a pas beaucoup aujourd'hui, on n'a aucun recul sur la manière dont vont fonctionner ces comités de mission. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a indiqué à la fois dans les statuts, à la fois dans le règlement intérieur du comité de mission, en tout cas dans son projet, parce qu'on pense que c'est important d'avoir un règlement intérieur, on s'est basé sur la mission même du comité qui est définie dans la loi. Donc, c'est à minima évaluer l'efficacité et l'impact des actions de l'entreprise pour atteindre les engagements qu'elle s'est fixés. Et c'est l'objet du rapport annuel et c'est l'objet aussi du contrôle de l'OTI sur les méthodes d'évaluation de ces impacts. Après, pour plus de valeur, ce qu'on imagine, c'est qu'il y ait dans un cadre confidentiel, certainement celui du conseil d'administration, des échanges plus nourris entre le conseil qui définit la stratégie de l'entreprise et ce comité de mission qui n'a pas vocation à définir la stratégie de l'entreprise, ni d'ailleurs le plan d'action, là, qui seront plus du ressort de l'exécutif de l'entreprise, mais qui est un questionnement, un challenge, et que ce comité de mission, avec bienveillance et exigence, ils viennent aussi challenger ce conseil d'administration sur la stratégie qu'il définit, sur les niveaux d'ambition qu'on peut mettre dans l'entreprise. Mais tout ça ne peut être... doit se faire de manière confidentielle, ne doit pas être l'objet du rapport, parce qu'après, on voit bien qu'il y a des limites, on risque d'avoir une influence trop forte sur le conseil d'administration et qui sera plus libre. Et ça, c'est très important de garantir la liberté d'action du conseil d'administration dans la définition de la stratégie. Et donc, ça implique un fort niveau de confidentialité et une gestion saine des conflits d'intérêts. C'est d'autant plus compliqué quand on décide de mettre ces parties prenantes au sein de ce comité. Nos parties prenantes, elles ont des positions qui, en fait, sont les leurs. Et elles ont une vision de nos engagements qui aussi doivent servir leurs propres intérêts. Et c'est avec ça qu'elles doivent réussir à prendre suffisamment de recul pour aider la société dans le cadre de sa mission. Peut-être, du coup, Didier, quelques points de bonne pratique dans ces statuts, oui, voilà, le rôle du conseil d'administration, le rôle de ce comité de mission pour pas qu'il y ait des conflits dans l'entreprise. D'abord, je tiens à dire que je partage l'essentiel, pas tout à fait la totalité, mais l'essentiel de ce que vous venez de dire. Deux choses. D'abord, effectivement, je pense que dans les statuts, quand on rédige les statuts pour l'adoption de la qualité de société à mission, il vaut mieux s'en tenir à un texte assez minimaliste qui reprend les termes de la loi et qui pose les grands principes de fonctionnement, mais sans trop rentrer dans le détail, d'être un peu plus précis dans un règlement intérieur qui, lui, n'est pas déposé au greffe, qui n'est pas public. Ça me paraît de bonne politique. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que il existe un concept qui est le concept de comité des parties prenantes, qui existe déjà, qui a été mis en œuvre par des très grandes sociétés, hein, par exemple Michelin, Veolia, Vivendi, il y en a d'autres, mais bon, je me limiterai à celle-là, je n'ai pas forcément en tête toutes les entreprises qui en ont. Et en fait, le comité de mission et le comité de parties prenantes, c'est deux concepts différents. Le comité de mission, c'est quelque chose qui est créé par la loi pour les sociétés de mission avec une mission précise qui est d'assurer le suivi de l'exécution de la mission. Alors que le comité de parties prenantes, c'est une création, ça n'est pas imposé à personne, c'est des grandes entreprises généralement dirigées par des dirigeants assez visionnaires, hein, par exemple Jean-Dominique Sénard chez Michelin, qui se sont dit que c'était une bonne idée, comme vous disiez, d'avoir un comité qui réunisse des parties prenantes,
souvent aussi des sages, des experts. Je fais une petite distinction entre les sages et les experts. Hein. Les experts, ce sont des experts dans le domaine d'activité de la société. Et les sages, pour moi, ce sont des gens, des philosophes, des sociologues. Il peut y avoir d'autres types de personnes, mais qui apportent une espèce de recul et qui aident à la réflexion, mais avec un recul et une approche un petit peu plus, je dirais, holistique, quelque part, de l'activité de l'entreprise par rapport à des considérations plus élevées, quoi. Bon. Et ces comités de parties prenantes, ils existent aujourd'hui dans des grandes entreprises, aussi dans des plus petites. Au demeurant, moi, il se trouve que je suis aussi membre de la commission juridique de l'Institut français des administrateurs et du club RSE de l'Institut français des administrateurs. Et je peux vous dire que c'est des sujets auxquels on réfléchit beaucoup dans ces cadres, puisqu'on va sortir un fascicule sur les comités de parties prenantes. Je ne sais pas exactement dans quelle date, mais dans les mois qui viennent. Voilà, donc ces comités de parties prenantes, ils ont vocation à se développer. Bon, maintenant, si on prend le cas particulier des comités de mission pour les sociétés à mission, ils ont une mission spécifique qui est d'assurer le suivi de la mission par les organes de direction de la société. Mais soyons clairs, la loi n'interdit pas au comité de mission de jouer le rôle d'un comité de parties prenantes. On ne va pas, au sein d'une société à mission, avoir d'un côté le comité de mission, qui est obligatoire de par la loi, et par ailleurs, un comité de parties prenantes. Donc, ce que je veux dire, c'est que le comité de mission dans une société à mission, quelque part, il a implicitement vocation à jouer aussi, même si ce n'est pas prévu par la loi, le rôle de comité des parties prenantes. Voilà. Et donc, on a quand même tout l'historique des sociétés, notamment les grandes sociétés que j'ai citées, qui ont des comités de parties prenantes, pour servir un peu de modèle au comité de mission, non pas en ce qui concerne stricto sensu la mission qui leur est confiée par la loi, qui est de suivre l'exécution de la mission, mais qui est de répondre à ces autres objectifs qui ne sont pas prévus par la loi, mais ça ne ferait pas de sens, sous prétexte qu'on est une société à mission, de ne pas profiter des intérêts que présente le fait d'avoir un comité de parties prenantes dans l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir un dialogue constructif avec le comité des parties prenantes, donc entre la direction de l'entreprise et le comité des parties prenantes, et entre le conseil d'administration et le comité des parties prenantes. Les deux sont importants, il faut instaurer ce double dialogue, même si, bien évidemment, le dialogue avec la direction est plus régulier que le dialogue avec le conseil d'administration. Et un autre intérêt de l'existence d'un comité des parties prenantes, c'est que parfois les dirigeants ne savent pas forcément, lorsqu'ils ont à faire un arbitrage entre les intérêts de la société, les intérêts de l'entreprise, les intérêts de telle ou telle partie prenante, les parties prenantes internes, les parties prenantes externes, ainsi de suite, c'est parfois difficile pour les dirigeants de trancher et de prendre des décisions. Et dans ce cas-là, d'avoir un comité de parties prenantes est un bon moyen de faciliter en fait la prise de décision, dans la mesure où les parties prenantes, en discutant entre elles du sujet, peuvent aboutir à un point d'équilibre entre elles qui est une bonne indication pour le conseil d'administration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on a une expérience du comité de parties prenantes. Donc, ça fait 6-7 ans chez Citeo qu'on a un comité des parties prenantes. Et c'est vrai qu'on y voit un grand intérêt. On mesure le fait, en effet, que le comité de mission n'a pas du tout le même rôle. C'est pour ça que nous, on a choisi en fait, de conserver le comité des parties prenantes. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question parce que dans la loi, il est dit que le comité de mission est chargé exclusivement d'assurer le suivi. Donc, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas avoir un comité des parties prenantes à côté? Mais pour moi, ça fait un peu doublon. Et donc, autant on ne peut pas écrire dans les statuts que le comité de mission est chargé de faire autre chose que le suivi de la mission,
autant pour moi, ça ne me paraît pas incompatible avec le fait que, de manière informelle, il y ait un dialogue. Parce que je vous laisse libre, et je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir les deux. Mais au bout du compte, est-ce que c'est pas plus logique de fusionner les deux, quoi? C'est ça un peu mon point. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est tout l'intérêt en fait, de ce genre de table ronde, où voilà, comment c'est nouveau comme statut, donc c'est vrai que chacun essaie de trouver la bonne organisation, le bon dialogue entre les différentes instances. Donc c'est vrai que tout ça, tout le monde cherche un petit peu à trouver sa base. Alors juste un dernier point par rapport à ça, c'est qu'au sein de la communauté des entreprises à mission, il y a différents groupes de travail, et moi j'appartiens à un groupe de travail sur le comité de mission. Alors on ne s'est pas encore réunis pour en discuter, donc je ne peux pas vous dire ce que je vous livre là, c'est mon point de vue personnel, mais en tout cas, après avoir... Mais à chaque entreprise, ça va être trouver un petit peu son mode d'organisation qui est adéquat au vu de sa gouvernance. Alors peut-être Nicolas nous préciser comment Citeo a constitué ses engagements, en tout cas cette démarche de réflexion, et puis du coup éventuellement ses indicateurs. Bon, c'est encore une autre étape à passer. Sur les engagements, on a fait de la même manière que la raison d'être, donc ça a été un travail mené à la fois avec les collaborateurs, les parties prenantes, le comité exécutif, et on l'a vraiment parallélisé avec la mission, c'est-à-dire qu'on a fait l'ensemble. À la fois, on a rédigé la raison d'être, la mission et les engagements. Donc pour nous, c'est vraiment il y a une vraie cohérence entre les deux, ce qui nous a poussé à les rédiger de manière parallélisée. Tout l'enjeu, c'est de rédiger des engagements qui soient suffisamment précis pour qu'on comprenne bien quel est le positionnement de l'entreprise, mais pas trop, pour pouvoir s'adapter en permanence à la réalité et pas devoir changer les statuts trop souvent. Parce que les modifications statutaires, c'est quand même pas extrêmement simple à mettre en place. Et ça pourrait, je dirais, bloquer la société d'être tenue par des engagements statutaires trop précis. Donc après, ça veut dire qu'il faut définir des plans d'action et des KPI à même de s'assurer, de présenter au comité de mission et de présenter à l'OTI pour mesurer quel est le chemin parcouru par l'entreprise. Ça demande aussi du coup de chiffrer une ambition et de l'inscrire dans un calendrier pour que à la fois le comité de mission, à la fois l'OTI puisse se prononcer sur le chemin de progrès de l'entreprise dans l'atteinte de ses engagements. Donc l'étape à laquelle on est aujourd'hui, c'est à la fois de fixer cette ambition mesurable sur un calendrier. Quand je dis mesurable, l'ambition, elle peut être aussi bien en engagement de résultats qu'en engagement de moyens, parce qu'il y a des choses qui sont très difficilement mesurables en termes de résultats. Par contre, on peut plus facilement mesurer les moyens et à une échelle de temps plus longue, mesurer là les résultats. Mais on est dans un calendrier souvent qui peut être extrêmement long. Et donc, on travaille là en ce moment avec les équipes de chacune des directions sur les plans d'action également pour à même nous permettre d'atteindre les ambitions fixées et également les KPI qu'on peut mettre en place pour les mesurer. Et puis après, il y aura un choix à faire sur ceux qu'on va venir présenter au comité de mission et à l'OTI, parce qu'on ne présentera pas bien sûr la totalité du plan d'action et des KPI associés. Il faudra bien faire une sélection la plus représentative possible, des impacts les plus forts. Et le lien du coup entre politique RSE et du coup ces engagements et ces indicateurs, comment vous avez du coup réfléchi au sujet? Ça, c'est une vraie question encore chez nous aujourd'hui, parce que à la fois notre objet social, à la fois notre mission est complètement lié à des enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, on a un petit peu de difficulté, en fait, je dirais, à bien corréler à la fois les RSE, à la fois ce qui relève d'entreprise à mission. C'est un sujet de communication chez nous pour que les gens ne soient pas perdus, que les collaborateurs et même l'externe comprennent la différence entre la politique RSE et l'entreprise à mission et je dirais comment les deux
à la fois se complètent et se coordonnent. Donc on aura une partie de la RSE qui va être sur le fonctionnement même de l'entreprise, et puis une deuxième piste qu'on étudie en ce moment, c'est comment la RSE pourrait nous permettre de définir des KPI qu'on utiliserait systématiquement dans la manière dont on mène nos projets pour nous permettre d'aller plus vite vers l'atteinte de nos objectifs. Peut-être, Didier, sur le côté engagement, indicateur, est-ce qu'il y a des inventaires de bonnes pratiques, des pièges à éviter? Oui, alors j'aimerais peut-être prendre un tout petit peu de recul pour dire que toute société n'a pas forcément vocation à devenir société à mission, mais je pense que toute société doit se poser la question de savoir si, étant donné son activité, elle n'a pas vocation à devenir société à mission. Après, c'est un processus, il ne faut pas se précipiter, quoi. Dans le cas de Citeo, manifestement, je veux dire, la loi est tombée à point nommé. Vous étiez très clair sur le fait que dans l'esprit, vous aviez votre comité de parties prenantes. Vous êtes au clair sur vos objectifs, puisque quelque part, ils vous ont, dans un premier temps, été un peu dictés par les pouvoirs publics, mais que vous avez repris à votre compte, et ainsi de suite. Donc, ce que je comprends, c'est que Citeo, et quand j'entends votre discours qui est extrêmement réfléchi sur tous ces sujets, vous êtes un exemple type de société qui, avant même d'adopter la qualité de société à mission, on a un peu toutes les caractéristiques. Et on a une réflexion quand même d'1 an et demi. Sur et vous avez une réflexion d'1 an et demi. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très très loin de ça parce que elles ont des activités qui sont trop disparates, qui pour certaines vont dans le sens de bonne prise en compte, voire d'un apport contributif à la solution de problèmes sociaux et environnementaux, mais qui, pour différentes raisons, ont aussi des activités qui ne sont pas compatibles avec le fait d'être une société à mission, ce qui est un peu compliqué parce que ça veut dire quelque part, et là c'est l'avocat de fusion-acquisition qui parle, qu'il va falloir en fait convertir certaines activités pour les rendre plus compatibles avec une bonne prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, et parfois carrément vendre des activités. Alors, si on vend des activités, elles vont continuer à être poursuivies par une autre entreprise, certes, mais néanmoins, du point de vue de l'entreprise qui porte des activités qui ne sont pas compatibles avec sa raison d'être ou le fait de vouloir devenir une société à mission, eh bien, il va falloir soit fermer les activités, mais ce n'est jamais souhaitable parce que ça a toujours un coût social, sauf si on peut traiter extrêmement bien dans le cadre de plans sociaux, ou sinon se débarrasser en cédant, trouvant des acquéreurs. Voilà. Cela pour dire qu'il y a des entreprises qui sont mûres, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, et qu'il y a un long cheminement, et que pour moi, ce cheminement, il passe par certaines étapes. La première, c'est sans doute d'adopter une raison d'être non statutaire, si on est vraiment loin du compte. D'accord. Ensuite, une raison d'être statutaire, d'instaurer un comité de parties prenantes, de réfléchir à ses engagements, de réfléchir à des objectifs, et puis, le moment venu, de devenir société à mission. Pour certaines entreprises, ça peut prendre 1 an et demi. C'est votre cas. D'autres avaient même anticipé des choses, comme Yves Rocher, la Maïf, et ainsi de suite. Danone, pareil, c'était une société qui était mûre parce qu'ils ont une réflexion sur la RSE qui est très ancienne, et au fil des années, ils se sont séparés de tous les business qu'ils avaient, les biscuits lus et que sais-je encore, qui n'étaient pas compatibles avec leur raison d'être, qui était formulée, je ne sais pas exactement quand, mais enfin qui est ancienne. À l'inverse, ils ont acheté des business qui s'inscrivaient bien dans cette raison d'être, de sorte qu'ils ont pu adopter la qualité de société à mission. Première société cotée à le faire. Et les modifications statutaires ont été validées à 99,99%. C'était une grosse surprise. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas que aussi vite, même Danone pourrait franchir le pas et devenir société à mission. Ça a été une très bonne surprise. Voilà. Et donc, c'est peut-être un préalable à la réponse à votre question.
Sarah, mais je pensais utile de rappeler ça. Maintenant, oui, quand on formule des objectifs, puisque la loi dit qu'une société à mission est une société qui est dotée d'une raison d'être et d'objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se fixe pour mission de poursuivre. Donc il faut définir des objectifs. Et pour moi, pour être une société à mission, il faut d'une part avoir accompli tout ce travail et être mûr pour devenir société à mission, avoir un management et un conseil d'administration très engagé et rédiger des objectifs, une raison d'être et des objectifs avec beaucoup d'attention parce que il ne faut pas se tromper et chaque mot compte. Et si je veux dire, c'est là que les avocats ont aussi un input, c'est-à-dire que quand on inscrit dans ses statuts des objectifs, une raison d'être, on n'est plus dans le domaine de la com. Voilà. C'est du sérieux, comme dirait Nicolas Sarkozy. Donc il faut être sûr des objectifs, mais ça, c'est plutôt le processus que vous avez décrit de consultation, de concertation avec les différentes parties prenantes, avec le conseil d'administration, les actionnaires, mais aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est un processus qui n'est pas du ressort du juridique, mais une fois qu'on en est là et qu'on a identifié un peu ces objectifs, mon conseil, c'est de revoir ça avec l'input de personnes qui sont aguerries pour mesurer l'incidence que ça peut avoir en termes réputationnels, mais en termes juridiques aussi. Et aussi en termes, quand je dis l'incidence juridique, ce n'est pas uniquement l'incidence en termes de responsabilité, mais c'est aussi le fait que ce que vous allez mettre comme objectif dans vos statuts, c'est un peu ce que vous disiez. Je veux dire, ça va aussi avoir une implication pour ce que va devoir faire le comité de mission. D'accord ? Le comité de mission, ce n'est pas un comité qui a vocation à se réunir 15 fois par an. Hein. Il va se réunir 1, 2 fois par an, peut-être 3. Mais je veux dire, on demande à des gens souvent bénévolement de rejoindre le comité de mission. Ce n'est pas un organe actif, ce n'est pas un organe d'initiative. Donc, on ne peut pas lui mettre sur les bras toute la stratégie de la société. C'est juste pas concevable. Donc, il faut avoir des objectifs qui sont précis, qui ne sont pas trop nombreux, pour que à la fois le management puisse véritablement s'investir dans la réalisation, la poursuite de ces objectifs, et que aussi on ne soit pas en train de mettre le comité de mission ou l'expert indépendant, l'organisme indépendant, dans une situation où ça devient très difficile pour eux d'effectuer leur travail. Donc ça, ce sont tous les éléments à prendre en compte, de mon point de vue, pour répondre à votre question, Sarah, dans la formulation des objectifs. Okay. Donc du coup, voilà, le temps est déjà passé, ça va vite. Donc en tout cas, si vous avez des questions sur notamment du coup la partie OTI, n'hésitez pas du coup à venir sur le stand et puis du coup aussi interroger nos témoins après cet atelier. Je pense qu'on n'aura pas trop de temps sur la salle, peut-être du coup à l'extérieur. En tout cas, merci bien pour votre participation, pour votre présence. Merci. Et à très bientôt. Merci. En fait, en point de vue division,